Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manuel, tu es député européen, tu étais le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, près de 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, un résultat pour une gauche radicale ou pour une gauche de transformation jamais atteint depuis plusieurs décennies. La gauche, c'est vous? Je sais pas, en tout cas, je pense que ce résultat, il démontre effectivement le résultat d'une campagne qui a été une campagne réussie, je pense. Il y a un partage dans le sentiment entre une déception légitime parce que l'objectif c'était de se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle et que on a échoué à très peu, 400 000 voix à peu près, c'est moins qu'en 2017. Et puis il y a en même temps effectivement une fierté, une satisfaction parce que je pense qu'on est en capacité de montrer que c'est possible de gagner l'élection présidentielle, même si ça n'a pas marché cette fois-ci, que comme le disait le slogan de notre campagne, un autre monde est possible. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort qui s'est déroulé dimanche dernier, c'est que les gens qui étaient parfois résignés, désespérés à gauche, se sont dit finalement c'est peut-être possible d'y arriver. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important pour la suite. Maintenant, il y a prochaines étapes, prochaines échéances. Il faut faire en sorte de continuer à enraciner ce qu'on a appelé le bloc populaire, puisque le résultat de l'élection, c'est que finalement, il y a trois pôles, trois blocs qui sont à peu près du même niveau. Malheureusement, le nôtre est arrivé en troisième position. Maintenant, notre travail, c'est de continuer à enraciner et élargir ce bloc populaire. On va y revenir, mais d'abord un mot sur la social-démocratie qui s'effondre. La famille d'origine de Jean-Luc Mélenchon, près de 32 ans au Parti socialiste, Anne Hidalgo a fait moins de 2% au premier tour. La social-démocratie est morte selon toi ou l'Union populaire en est l'un des porte-voix aujourd'hui? Clairement, il y a ce qui est sans doute mort dans l'élection de dimanche dernier. C'est l'idée d'une gauche qui soit une gauche d'accompagnement, des logiques libérales. Et la réflexion qui avait été celle de Jean-Luc Mélenchon quand il a pris la décision de quitter le Parti socialiste, c'était l'idée de se dire si on continue dans cette orientation-là et si on propose pas une orientation alternative, en réalité on va se retrouver, on l'a souvent fait référence à cette situation, une situation à l'italienne, une situation où finalement la gauche dans sa globalité disparaît. Et je pense quand même que le résultat de dimanche, c'est le couronnement d'une vision stratégique qui a été justement celle-ci, et de se dire il faut sortir à temps, même si les premières années c'est difficile, pour proposer un autre avenir, une autre perspective à la gauche, pour faire en sorte qu'elle puisse l'emporter sur une logique qui est une logique de rupture avec le système capitaliste, le productivisme. Et voilà, c'est intéressant de voir que finalement c'est aussi ça qui a réussi. Maintenant, on n'a pas réussi encore à l'amener au pouvoir, mais j'espère que ce sera les Qu'est-ce que prochaines vous dites batailles. quand même à ces électeurs historiquement plutôt du côté de la social-démocratie qui, pour la deuxième fois, parce qu'il avait déjà fait plutôt le plein des voix des socialistes en 2017, mais pas que, je pense aux communistes et aux écologistes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pas forcément pour une adhésion totale au projet, mais parce qu'ils avaient l'objectif, l'envie de voir un candidat de gauche arriver au second tour. Qu'est-ce que vous dites à cet électorat-là? Continuez avec nous, c'est ça que vous leur dites? Bien sûr, je leur dis, alors je peux entendre effectivement qu'il y a peut-être des personnes qui, dans la dernière ligne droite de la campagne, se sont dit Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul candidat en mesure de figurer au second tour, donc c'est vers lui qu'on va apporter notre suffrage. D'abord, je pense qu'il faut nuancer cette analyse, en tout cas quand on regarde les enquêtes d'opinion qui ont été faites après le scrutin du premier tour, on voit qu'à peu près 80% des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon le font par adhésion au programme, ce qui n'enlève pas la possibilité d'avoir choisi parmi plusieurs candidats avec lesquels on pouvait partager en gros les orientations programmatiques. Mais en tout cas, je pense pas que dans le vote de dimanche, il y a des gens qui sont vraiment votés pour Jean-Luc Mélenchon en se bouchant le nez. Je crois pas ça, sincèrement. Y compris, je pense que l'essentiel de notre résultat, il provient davantage d'une mobilisation importante dans les quartiers populaires, de personnes qui n'allaient plus voter depuis des années, et qui ont retrouvé là des raisons d'espérer. Mais en tout cas, s'il y en a qui l'ont fait, je veux dire que d'abord, je respecte leur choix et que bien évidemment, je leur dis, on est en capacité de construire quelque chose pour les échéances à venir et pour les années qui viennent, à la fois d'ailleurs dans les mobilisations, dans la rue, dans le mouvement social, à la fois dans les échéances électorales. Et pour ça, il faut qu'on reste regroupés. Et donc, on tiendra compte aussi de ce point de vue qui a été exprimé. On dit pas tout le monde derrière l'Union populaire, tout le monde derrière Jean-Luc Mélenchon. On dit il faut passer à une nouvelle étape d'approfondissement, d'élargissement de cette Union populaire, comme on a commencé à le faire d'ailleurs dans la campagne présidentielle à travers ce qu'on a mis en place, d'ailleurs le Le Parlement de Parlement l'Union de l'Union populaire. populaire. Justement, après ce résultat, ça fait de vous une force centrale, une force structurante, presque décisive pour ce second tour qui aura lieu dimanche. Beaucoup accusent l'Union populaire d'une tentation hégémonique à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cette tentation? Je crois pas. Écoutez, il faut être clair sur le sujet. Une tentation hégémonique, non. La validation d'une perspective stratégique claire, oui. Et si notre objectif maintenant, si vous voulez, c'est d'élargir
ce pôle populaire, l'Union populaire, on l'appelle comme on veut, et de permettre à d'autres composantes politiques qui ne s'étaient pas retrouvées dans l'élection présidentielle dans ce cadre d'y participer dorénavant. Pour autant, ça n'a rien d'hégémonique de proposer ça, de proposer cet élargissement. Mais c'est clair que cet élargissement, il doit se faire avec un accord stratégique. Il peut pas être question pour nous de revenir à un format antérieur d'un simple accord entre appareils politiques de manière extrêmement défensive pour sauver les intérêts des uns et des autres. Je pense que si on fait ça, si vous voulez, on n'est pas à la hauteur de la situation. L'analyse qu'on fait, nous, c'est que le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur lequel on reviendra peut-être, en vérité, même si bien sûr les deux candidats sont pas de même nature, ne va pas régler les grandes questions auxquelles est confronté le pays. Et donc l'élection législative, elle se retrouve avec une importance qui est une importance fondamentale. Et nous, on n'a pas l'intention d'aborder l'élection législative de manière défensive, juste pour sauver quelques intérêts. On a l'ambition de l'aborder d'une manière offensive avec l'idée de se dire on peut constituer une majorité alternative, une majorité politique à l'Assemblée nationale. Et on propose à toutes celles et ceux qui partagent cette vision stratégique de venir le faire avec nous. Et pour ça, il faut le faire avec un accord sur l'idée qu'on n'est pas seulement dans un accord d'appareil, mais qu'on est dans un regroupement autour d'un contenu politique partagé. Justement, vous avez écrit, dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, vous avez écrit au NPA, aux communistes, aux écologistes, pour leur proposer un accord au législatif sous un label commun. Le NPA est partant pour une rencontre. Les communistes vous ont répondu, ils se réjouissent de cette proposition. Vous devez vous rencontrer, j'imagine, très prochainement. Les Verts, quant à eux, proposent un pacte de non-concurrence. Vous abordez ces accords plutôt de manière confiante. Vous souhaitez que ça aboutisse, ces accords, avec ces trois formations politiques? Oui, pour la raison que j'ai indiquée à l'instant, on peut pas à la fois se dire on va aborder l'élection législative dans une perspective qui est une perspective majoritaire et en même temps ne pas tout faire pour élargir l'Union populaire à des composantes qui ne se sont pas retrouvées dans ce cadre-là à l'élection présidentielle. Donc si c'est possible de le faire, on souhaite le faire. Mais clairement, pour ça, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être clarifiés entre nous. Premièrement, on l'a dit dans le courrier qu'on a adressé, il y a eu une ambiance et des relations dans la campagne présidentielle qui ont été fortement dégradées. Si on veut être en capacité d'écrire une nouvelle étape, il faut être en capacité de passer à autre chose de ce point de vue-là. Et donc ça passe par quoi? Parce que vous demandez dans le courrier très clairement que les candidats, ou en tout cas leurs représentants, s'expliquent des propos qu'ils ont tenus très violents à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils aillent devant leurs électeurs expliquer la raison de ces propos. Qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement par rapport à ça? Concrètement, je pense que si on peut aboutir à un accord, à un regroupement, il sera nécessaire d'expliquer pourquoi ce qui n'a pas été possible à l'élection présidentielle le devient à l'élection législative. Moi, je suis pas là pour demander aux uns aux autres de faire des excuses ou je ne sais quoi. Je suis là pour expliquer pourquoi ce qui était manifestement des désaccords importants à l'élection présidentielle ne pose pas de difficulté pour se retrouver aux élections législatives. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'être en capacité de se regrouper autour d'un programme commun. Et là, il faut être très clair, le programme L'Avenir en commun qu'a porté Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui arrive en tête. Ça doit être la base de discussion. Dire que c'est la base de discussion ne veut pas dire tout est à prendre ou à laisser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter sur un certain nombre de points. On peut discuter sur un certain nombre de points. Par contre, il y a des points qui sont pas discutables parce qu'ils tranchent l'orientation. On va pas revenir sur la retraite à 60 ans. On va pas revenir sur la 6e République. On va pas revenir sur la planification écologique. Donc voilà, je pense qu'il y a Ça une veut dire marge. que vous remettez sur la table, par exemple, le désaccord qui vous lie avec les communistes sur la question du nucléaire. Vous remettez sur la table l'idée possiblement d'un référendum si vous deviez arriver en majorité. Je ne Au sais pas Parlement. si c'est ce qu'il faut faire. Ce que je crois, c'est que il faut dire le programme, la base du programme, c'est l'avenir en commun, mais sur tel ou tel sujet, chaque composante peut conserver une liberté, une autonomie, de telle sorte à ne pas se retrouver dans une contradiction entre son propre programme et le programme qu'on veut porter ensemble. Et puis le troisième, donc ça c'est le deuxième sujet, c'est le programme. Et le troisième sujet, c'est d'être en capacité d'être identifié, lisible sur l'ensemble du territoire national et de pas rester dans un tête-à-tête entre appareils politiques, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc notre proposition, c'est effectivement un label, mais un cadre commun avec un parlement, à l'image du parlement de l'Union populaire, avec une identification et un accord qui doit nécessairement être global sur l'ensemble du territoire. Ça peut pas être sur 40 ou 50 circonscriptions, sinon c'est pas convergent et cohérent avec l'idée qu'on va aux élections législatives, avec l'idée de l'emporter pour constituer une majorité alternative. Donc soit il y a un accord national, soit il n'y a pas d'accord. En tout cas, c'est notre proposition à ce stade. Alors les écologistes ont mis sur la table un pacte de désistement réciproque, mais en même temps, j'ai entendu qu'ils disaient que c'était à minima. Donc je crois qu'ils sont pas fermés à une perspective d'aller plus loin. En tout cas, si il est possible de se mettre d'accord sur ces différentes propositions, je pense que dans ce cas-là, on pourra aborder cette nouvelle phase
de manière positive. Vous proposez que l'accord aux législatives se fasse sur la base des résultats de dimanche dernier. Sur les scores réalisés par chacun des candidats, Julien Bayou souhaite, lui, que soient pris en compte les élections intermédiaires où ils ont fait de meilleurs résultats. Est-ce que cette proposition-là, c'est une proposition que vous avez soumise à la discussion ou est-ce qu'elle est non négociable? Non, c'est soumis à la discussion. Après, clairement, ça doit être la base de départ de la discussion. Mais honnêtement, je pense que si les trois sujets dont j'ai parlé préalablement sont en capacité d'être dépassés, ce serait dommage de pas arriver à un accord pour des simples raisons de règles de répartition entre candidats. Moi, je crois que c'est pas le point central. Le point central, c'est d'abord est-ce qu'on est en capacité de se mettre d'accord sur un programme? Est-ce qu'on est en capacité de mettre en place une forme de cadre de respect mutuel qui fait que maintenant on travaille avec des relations qui sont moins dégradées que ce qu'elles l'ont été préalablement? Et est-ce qu'on est capable de partager une stratégie et de pas être seulement, si vous voulez, dans une histoire d'un coup, mais de s'ancrer dans une perspective de moyen terme, de long terme, où on redéfinit la manière de travailler ensemble. Nous ne demandons à aucune des organisations politiques de se dissoudre. C'est pas le sujet. On leur propose par contre de participer à un cadre intégré stratégique dans lequel il y a un intergroupe à l'Assemblée nationale entre les différentes composantes, il y a un Parlement qui subsiste après l'élection et qui permet de continuer à travailler ensemble, à la fois dans les échéances électorales futures, à la fois dans les luttes sociales, écologiques, démocratiques qui vont avoir lieu dans ce pays. Votre objectif, il est clair, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est le troisième tour, être majoritaire à l'Assemblée nationale en juin prochain. Ça s'est jamais vu sous la Ve République qu'après la nomination, voilà, l'élection d'un président, vous deveniez une force d'opposition devienne majoritaire. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est possible cette fois-ci? C'est difficile, je veux pas le contester. En même temps, si on avait dit qu'on voulait se qualifier, et on le disait au deuxième tour de l'élection présidentielle il y a un an, tout le monde disait ah, ça va être très compliqué et tout. Donc moi, je reconnais que c'est un objectif ambitieux. Pourquoi ça peut être possible cette fois? Sans doute parce que les conditions du deuxième tour de l'élection présidentielle vont produire un résultat qui en fait, à mon avis, va pas satisfaire, va pas purger la situation politique du pays. Normalement, l'élection présidentielle, elle permet de trancher des désaccords, des sujets, et puis à la fin, on n'est pas forcément d'accord avec le résultat. Mais bon, on se dit, bah, c'est la légitimité du président. Et bon, je crois qu'on est dans une configuration telle, dans un tel éclatement des trois blocs tels qu'ils sont constitués au soir du premier tour, qu'à mon avis, ça va pas produire cette situation. Et sans doute que le président ou la présidente, on va voir, mais les deux cas de figure sont sur la table, sera le plus mal élu ou la plus mal élue de la Ve République. Et donc ça va produire quelque chose sans doute de différent pour les élections législatives. Et donc si on est en mesure de l'aborder de manière offensive, de manière ambitieuse, de manière encore élargie par rapport à ce qu'on a fait dans l'élection présidentielle, alors je pense que tout est possible. Les dates sont prises avec les communistes, le NPA Et les communistes, on a eu un premier échange hier après-midi, pardon. C'est un échange qui s'est déroulé de manière constructive. On a abordé l'ensemble des points dont j'ai parlé à cet instant. On va avoir de nouveaux rendez-vous pour continuer à avancer. Les écologistes, normalement, effectivement, en tout cas, il y a plutôt l'idée d'un accord pour se rencontrer. Quant au NPA, ils nous ont transmis une réponse positive pour se voir hier soir. Donc, on n'a pas encore pris les rendez-vous, mais j'espère que ça se prendra dans les prochains jours. Dimanche, dans JDD, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a refusé catégoriquement d'ouvrir des discussions avec les socialistes. Finalement, c'est Valls qui avait raison, il y a bien de gauche irréconciliable. Non, je crois pas que ça soit ça, mais je crois qu'il faut comprendre que pour l'instant, à cette étape, à ce stade, on peut pas considérer que les éléments de clarification politique sont présents au niveau du Parti socialiste et qui nous permettraient d'ouvrir les discussions avec eux. D'abord parce que on sait pas trop qui décide, c'est-à-dire qu'en fonction des interlocuteurs, la manière avec laquelle ils envisagent la relation avec nous n'est pas du tout la même. J'ai entendu Carole Delga, après le premier tour de l'élection présidentielle, dire que de toute façon on pouvait pas travailler avec nous parce que, je cite, chez nous, la foi l'emportait sur la loi et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon serait un mouvement communautariste. Si c'est ça les natures des relations, on peut pas discuter avec eux, premièrement, et deuxièmement parce qu'il y a des clarifications politiques et programmatiques qui sont nécessaires. Donc j'ai envie de dire, de ce point de vue-là, la balle est dans leur camp. Mais aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'observe, ne donne pas le sentiment qu'on est en capacité de proposer quelque chose aux électrices et aux électeurs qui soit quelque chose de cohérent, parce que la cohérence, c'est une condition de l'ambition que j'ai fixée, c'est-à-dire l'ambition de disputer l'élection législative avec une perspective majoritaire. J'ai une dernière question, Manuel. Les 310 000 parrains et marraines qui étaient appelés à se prononcer jusqu'à vendredi 20h pour savoir s'ils voteraient blanc, s'ils s'abstiendraient ou s'ils voteraient Macron, près de 70% d'entre eux feront le choix du vote blanc ou de l'abstention. Est-ce que ces votes n'expriment pas finalement quelque chose de l'ordre de Macron-Le Pen, blanc-bonnet, bonnet-blanc, et qui va à rebours de ce que dit Mélenchon dans son courrier qu'il avait adressé avant la consultation, c'est-à-dire, je le cite, Macron et Le Pen ne sont pas équivalents? Je pense pas, parce que d'abord dans la consultation, et on l'avait assumé,
choix du vote pour Marine Le Pen n'apparaissait pas, parce que pour nous, bien évidemment, on ne met pas les deux projets politiques, même si on les combat tous les deux sur le même pied. En tout cas, on considère qu'ils sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute à un programme de brutalité économique et sociale, un projet politique de stigmatisation raciale, religieuse, de mise en cause de l'état de droit, avec lequel bien évidemment on peut pas se retrouver. Maintenant, il faut comprendre que chez les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de colère par rapport au bilan qui a été celui d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'inquiétude par rapport aux propositions politiques qui sont les siennes, et donc on peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, même s'ils ne veulent pas que Madame Le Pen accède au pouvoir, d'aller se précipiter dans le vote pour Emmanuel Macron. Nous, on a toujours dit depuis le début qu'on respectait l'ensemble de ces points de vue, avec l'idée de dire aux gens, si on veut réussir les batailles après, il faut qu'on reste groupés. Et donc, si on veut rester groupés, parmi le panel des différentes propositions qui sont sur la table, toutes sont respectables. Nous avons dit pas une voix pour Marine Le Pen, je le redis, pas une voix pour Marine Le Pen. Et je dis là que s'il y a des gens qui hésitent, qui s'interrogent, qui se disent est-ce que finalement le vote pour Marine Le Pen serait pas le meilleur outil pour combattre Emmanuel Macron, je leur dis vous vous trompez parce que Madame Le Pen, contrairement à ce qu'elle affirme, n'est pas la candidate qui va défendre les intérêts des catégories populaires, parce que Madame Le Pen porte un projet politique qui est un projet politique dangereux pour ce pays. Et si vous pensez que parce que Le Pen gagnera, ça sera plus facile ensuite de gagner, je ne sais quoi, les élections législatives, etc. Vous vous trompez, et sans doute que vous n'avez pas révisé l'histoire du fascisme qui rentre toujours de manière douce pour ensuite durcir sa pratique du pouvoir. C'est inacceptable et c'est impossible comme perspective pour un électeur qui a porté ses suffrages sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je pense qu'on est assez clair sur le sujet. Maintenant, on respecte chacun fera son choix en connaissance de cause, en responsabilité dans l'isoloir, mais avec l'objectif de rester regroupé, rester groupé, que ce pôle populaire puisse ensuite se projeter dans les batailles de demain. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Merci à vous.